Claude François Samor, 18 juin 2026. Bienvenue dans cette série, une série assez longue, où je constate que beaucoup de personnes ont voulu suivre avec attention, donc chaque élément qui est développé en profondeur sur ce soi-disant accident. Je dédicace cette émission à Claude François Junior, à Jean-Marc. Je vous aime infiniment et cette émission a enfin un objectif, révéler aux enfants de Claude François sa vraie mort. Mais au-delà du mystère, du rôle qu'a joué chacun, de Marie-Thérèse à Kathleen, j'ai reçu un très beau courrier de Stede il y a quelques heures qui m'interpellait sur une question très intéressante dont je vais répondre dans cette série d'émissions. Claude François, la nuit de sa mort, a-t-il touché un fusible? La réponse est oui. A-t-il touché un fusible au moulin ou alors ailleurs? Pour le moment, si vous voulez, cette série d'émissions n'est pas assez avancée pour faire certaines révélations, comme par exemple que la nuit de sa mort, quand il est arrivé, tout s'est pas passé exactement comme Sylvie Mathurin l'explique. Sylvie Mathurin nous explique que quand elle est arrivée, elle déballe les affaires de Claude François, il s'installe sur son lit, fera un léger sourire, un petit clin d'œil, puis elle s'en va. Oui, tout semble s'être bien passé, et pourtant dans le récit qu'elle donne depuis 50 ans, on a le sentiment dans ce récit qu'à aucun moment elle a réellement partagé quelque chose avec Claude François cette nuit-là. Je dis bien à aucun moment, pour une raison très précise, c'est que quand Claude est arrivé dans son appartement, il a fait quelques pas entre la porte et l'intérieur de son salon, et il s'est passé quelque chose, et si Sylvie Mathurin était vraiment présente, elle aurait dû en parler depuis 50 ans. Il s'est passé quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer si son récit est vrai. Dans son récit, depuis 50 ans, elle nous explique qu'elle dépose Claude à l'appartement la nuit de sa mort, qu'elle déballe ses affaires, qu'elle les range. Claude s'assit ou s'allonge sur son lit, la regarde, un clin d'œil, un léger sourire, et puis elle part. Elle dira que ça a été un silence entre lui et elle. Elle s'en va de l'appartement, et puis finalement, pendant 50 ans, son récit est toujours le même. Et pourtant, son récit n'aurait pas dû être toujours le même pendant pratiquement 50 ans. Si vraiment cette nuit-là, elle se trouvait avec Claude François, elle aurait dû, depuis toutes ces années, nous faire une certaine révélation de ce qui s'est passé quand il a fait quelques pas entre la porte de son appartement et Kathleen, qui était effectivement là cette nuit-là. Kathleen, je dispose d'une interview inédite, parle de ce qui s'est passé et au moins elle prouve qu'elle était sur place. Parce qu'on est très peu de personnes à savoir ce qui s'est passé. Suivez cette série d'émissions, vous me direz mais que s'est-il passé? Eh bien, sans vous dire tout aujourd'hui puisque le thème n'est pas cette émission, là le thème c'est la chambre, mais pour vous en toucher peut-être un petit mot à l'avance, quand Claude arrive cette nuit-là, il va donc entrer dans son appartement, faire quelques pas entre la porte de son appartement et le salon, et soudain, il se passe quelque chose. Quelque chose de très précis où Claude François va perdre 15 minutes. Pendant 15 minutes, il va faire quelque chose de très précis. Et dans ces 15 minutes qui sont assez longues, on est étonné que Sylvie Mathurin, qui nous parle de cette nuit de sa mort, nous parle pas de ces étranges 15 minutes où il s'est passé quelque chose d'assez long dans cet appartement. 15 minutes où il aurait été impossible de déballer ses affaires et même impossible de les ranger. Pour savoir ce qui s'est passé pendant ces 15 longues minutes qui n'ont jamais été relatées par Sylvie Mathurin et qui prouvent peut-être finalement dans son témoignage qu'elle n'a jamais vu Claude François la nuit de sa mort, elle pourrait
Oui, elle pourrait ne jamais l'avoir vu, même ne pas avoir passé une seule minute avec lui, parce qu'il est curieux que dans un récit de 50 ans, à aucun moment elle parle de ces 15 minutes qui sont arrivées presque immédiatement quand il a franchi la porte. Il s'est passé quelque chose pratiquement immédiatement, Kathleen s'en souvient très bien, et je confirme que ce qu'elle dit est vrai, et je diffuserai son interview. Mais nous n'en sommes pas là, à vérifier à la loupe la version de Sylvie Mathurin qui cadre pas avec la réalité, qui cadre pas avec la mort de Claude François, qui raconte une autre histoire qui ne peut pas vraiment être arrivée dans la réalité, parce que on ne peut pas occulter ces 15 minutes où il s'est passé quelque chose de très très important dans le salon de Claude François. Immédiatement quand il arrive dans son appartement, il se passe pendant 15 minutes quelque chose de très important. Et il est impossible que Sylvie Mathurin ait oublié un tel détail, ou même qu'elle en ait jamais parlé pendant toutes ces années. Et le fait qu'elle en a jamais parlé est plutôt la preuve qu'elle ne se trouvait pas dans cet appartement la nuit de sa mort. Et qu'elle nous raconte, elle aussi, une belle histoire qui malheureusement, face à la réalité, et si elle était confrontée à la réalité, la laisserait sur place. C'est-à-dire que elle devrait prendre ses jambes à son cou avant d'entendre tout ce que les autres personnes ont à dire sur sa mort. Oui, il y a eu, de la part de Sylvie Mathurin, on doit dire, déjà, un petit peu plus tard, une version assez étrange. Dans sa première version, elle expliquait que dans la soirée, Kathleen lui avait ouvert la porte. Dans la soirée, elle n'avait pas vu Claude François de toute la journée. Ça, c'était sa première version. Kathleen lui a dit come on, en anglais, ça veut dire viens. C'était sa première version. Mais nous avons constaté que dans d'autres versions, elle a expliqué qu'elle a vu Claude François quelques minutes après sa mort, puisqu'il avait des cheveux mouillés. Et les journalistes de Destin brisé, l'émission de France 2, expliquent qu'elle n'a pas vu du tout Claude François de toute la journée. Et même elle explique dans l'émission qu'elle l'a vu que le soir. Comme ça peut décontraster un scénario où elle l'a vu que le soir, un autre où elle l'a vu les cheveux mouillés quelques minutes après sa mort, et un autre où en pleine nuit elle l'a vu silencieux, et puis nous raconte, son arrivée assez étrange. Elle déballe les affaires, et oui, elle déballe ses affaires, elle les range. Claude s'installe sur son lit, lui fait un clin d'œil, ne lui parle pas, puis elle s'en va, et pourtant, dans tout ce qu'elle nous dit, il n'y a rien de réel du tout. Rien ne peut être vrai et rien ne peut être réel, parce que cette nuit-là, quand Claude arrive, ça ne se passe pas du tout comme elle le dit, et c'est impossible que ce qu'elle raconte ait existé même une seule seconde dans la réalité, parce que cette nuit-là, quand Claude est arrivé et suivait les futures émissions, il va faire quelques pas entre sa porte et le salon, et immédiatement, il va se passer quelque chose d'assez terrifiant. Ça va durer près de 15 minutes, où à ce moment-là, il est impossible que Sylvie Mathurin ait même réussi à ranger du linge, une valise, parler à Claude, ou qu'il se soit installé sur son lit. Tout ça n'existe pas, il n'a jamais existé, puisqu'il s'est passé autre chose dans ces 15 minutes, relatées uniquement par Kathleen et que l'on découvrira dans cette série d'émissions. Restez avec moi. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de cela, on ne va pas avancer trop vite cette série d'émissions, on n'est pas encore dans ce genre de sujet, qui sera certes passionnant de savoir que s'est-il passé la nuit de sa mort pendant 15 longues minutes, qui n'ont jamais été relatées par Sylvie Mathurin et qui laisseraient penser qu'elle n'a pas passé une minute avec Claude François la nuit de sa mort, même pas une minute. Mais oublions tout ça et revenons sur cette émission maintenant. La chambre de Claude François. Oublions tous les témoins un petit moment et on va se concentrer sur cette chambre. Quand la police judiciaire, le 11 mars, envoie des photographes professionnels, ces photographes font des photographies très précises dans les formats photos de police qui sont toujours les mêmes pour les accidents, les meurtres, les crimes, les tueurs en série ou tout ce que vous voulez. On a un format photographique
qui est absolument précis et qui ne change jamais dans la police de Paris. Et on ne voit pas l'utilité de la part de la police de changer un format photographique, sauf si c'est pour cacher quelque chose sur la photo. Et c'est bien le problème. Quand la police se présente à l'appartement de Caude-François, ils désirent cacher quelque chose. Dans l'appartement de Caude-François, ce désir est fort puisqu'ils vont censurer le format photographique, ce qui est plutôt rare, que la police procède à une photocensure. Voici la photo qui a été publiée, la photo censurée, je vous la montre. Elle est en noir et blanc, alors que la photo originale est en couleur. Et la photo censurée est en petit format. Ça veut dire que volontairement, la police l'a censurée. Ils ont voulu au public cacher quelque chose, et cette censure est assez grave parce qu'elle va aller jusqu'au tribunal en 1980, où les juges vont voir une photo volontairement censurée. Voyons tout d'abord, pour comprendre cette nouvelle émission, de quoi il s'agit quand je parle d'une photo censurée. Je vais donc retirer la photo de Marie-Thérèse pour pouvoir vous parler de tout cela. Donc je retire la photo de Marie-Thérèse, qui doit être par là, et je diffuse donc cette photographie que vous pouvez voir, qui est la photo censurée. On perçoit d'ailleurs un petit peu de couleur très léger, mais elle est plutôt en noir et blanc, peut-être un peu colorée légèrement. On voit dans cette photo, qui est une photo censurée de police, c'est-à-dire que le format original n'a pas été pris dans ce format-là, la photo n'a jamais été prise dans ce format, la vraie photo a été prise en plan très large. Je vais pour la première fois la publier et vous allez voir toute la différence. Mais dans cette photo censurée qui apparaît le 11 mars 1978, la police ne désire pas montrer autre chose que le côté droit de la salle de bain, où nous pouvons voir qu'il y aurait donc un scellé qui représenterait l'applique électrique qui aurait entre guillemets tué Caude-François. Nous savons que l'affaire est beaucoup plus compliquée. On découvre un porte-serviette, regardez bien, un petit peu en dessous. Là, il est photographié de façon complète. Il existe des photos où c'est incomplet. On va voir une photo de la salle de bain où c'est incomplet. Restez avec moi. Vous voyez, ici, nous voyons sur le côté le porte-serviette. Là, on le voit de l'autre côté. On voit la douche de l'autre côté. On voit que l'applique ne se trouvait pas au-dessus de la poignée de douche, mais de l'autre côté. Nous revenons sur la photo censurée de police et je vous demande de bien suivre cet exposé dans cette émission. Oui, la police avait envoyé, et c'est ça qui est très étrange, des photographes qui ont pris de la salle de bain des photos grand plan, et certaines photos ont disparu, comme la photo avec la pharmacie, les 3000 médicaments, où cette photo n'est jamais apparue nulle part dans la procédure. Pourtant, la photo a été prise, mais a disparu de la procédure. Ici, nous voyons dans cette photographie, et c'est très intéressant, que la photo est bien étrange tout de même. Elle semble un petit peu petite, cette photo, un peu serrée même. Hein. C'est inhabituel de prendre la photo d'un porte-serviette et d'une arrivée électrique. D'ailleurs, pas si évident de dire qu'il y avait une arrivée électrique ici, parce que au tribunal, en 1980, il montre une applique assez énorme. Je crois que vous ne vous rendez pas compte. L'applique qu'ils ont montrée mesurait entre 20 et 30 cm. Elle était assez énorme, une applique qui remontait vers l'avant, qu'on pouvait arracher avec une seule main en quelques secondes. Il suffisait de prendre sa main et de la mettre dessus, et toutes ses forces tiraient et elle s'arrachait immédiatement puisque l'applique formait une poignée. Donc très facile à arracher, vous prenez une serviette, vous arrachez ça en une seconde. C'est vraiment très facile à arracher. On est même étonné que Kathleen, dans sa version, a extirpé le corps par la poitrine. Elle pouvait prendre la serviette et arracher l'applique des mains. Mais oublions ce genre de détails, puisque sur le coup de l'énervement, les gens agissent tous un peu différemment et parfois sans logique. Quand la police arrive,
ils vont faire une photo grand plan qui va devenir censurée. Qu'est-ce que j'entends par une photo censurée? J'entends que le tribunal n'a jamais vu cette photo. Donc on peut parler d'une vraie censure. Cette photo est censurée, elle n'est pas censurée par hasard. Elle montre malgré tout sur cette photo quelque chose qui laisse penser en effet que Claude François n'a pas cette nuit-là dormi dans son appartement. Non, il n'a pas dormi dans son appartement, il n'a pas dormi dans son lit, et c'est ça le vrai problème. C'est que la photo originale n'est pas du tout celle que vous voyez. La photo originale est un grand plan, on va voir ça ensemble et je vais vous commenter. Elle montre que la salle de bain est communicante à la chambre, et cette photo originale nous montre le lit de Claude François et sa chambre. Voilà ce qui a été censuré. Eh bien, ça a été censuré parce que le lit de Claude François est parfaitement fait. Tout est impeccable, les draps bien tirés, les couvertures bien posées, et on sait que le samedi, sa femme de ménage n'était pas... Et non, elle n'était pas passée. Et on sait par le témoignage de Marie-Thérèse que Claude venait de se lever. Il n'avait pas fait son lit. Et non. Et qu'il va directement à la salle de bain pratiquement immédiatement. Il n'a pas eu le temps de faire son lit. Et pourtant, la police va photographier un lit qui est impeccablement fait. Pour que les gens comprennent la vraie photographie, celle Pour que les gens comprennent la vraie photographie, celle non censurée, j'utilise des mots assez compliqués. Pour comprendre cette photographie, on doit se dire qu'à un moment donné, la police a voulu faire la photo complète de la salle de bain. Ils ont donc été obligés dans le grand format de photographier et le côté droit de la salle de bain avec une sorte d'arrivée qui pourrait être une applique ou autre chose. Comme j'ai dit, l'applique était assez énorme. On est étonné qu'une applique aussi énorme ait pas un trou beaucoup plus grand dans le mur. L'applique mesure entre 20 et 30 cm, elle est énorme, et donc elle aurait dû, avec un tel poids, avoir un trou beaucoup plus large dans le mur. Or, on voit dans ce mur qu'il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou qui pourrait recevoir une applique et des fils, parce que quand on installe des fils dans un mur, on a besoin d'un certain espace pour travailler, pour connecter ces fils. Et tous les électriciens vous le diront. Quand on installe une applique, quand on enlève l'applique, il y a un trou assez énorme derrière pour pouvoir créer l'espacement entre les fils. Mais là, on constate que le trou, il n'y est pas dans le mur. Il y a juste un trou pour les deux fils. Mais curieusement, cette applique semble reposer sur rien d'autre que les fils. Où est le trou pour maintenir l'applique, et surtout, où sont les trous de vis? Nous remarquons dans cette photo qu'il n'existe rien sur les côtés haut, bas, gauche ou droite, il n'y a aucun trou de pas de vis. Pour que les gens comprennent, l'applique est assez énorme, entre 20 et 30 cm. Et cette applique qui mesure entre 20 et 30 cm aurait dû avoir des pas de vis sur chaque côté, droite, gauche, haut et bas. Et nous constatons une toute petite feuille qui n'est pas très grande, qui fait moins de 10 cm. Elle faisait 7 cm la feuille. Et dans cette feuille de 7 cm, qui est toute petite, qui est donc beaucoup plus petite que l'applique, nous voyons simplement l'arrivée des fils. Où sont les pas de vis d'une applique de 30 cm? Où sont les 4 pas de vis ou les 3 pas de vis pour maintenir une applique assez lourde d'environ 30 cm? Où sont les pas de vis, puisque la feuille fait 7 cm, sur les côtés droite et gauche, en bas et en haut, on devrait voir dans le mur des trous. Des trous de vis, 4 ou 3, et en plus, au centre, on devrait voir un énorme trou qui permet de glisser l'applique et un ajournement pour séparer les fils. Et oui, car on ne peut pas placer une applique si les fils ne sont pas cachés à l'intérieur pour éviter justement que quelqu'un les touche. Quand on regarde cette photo, on a du mal à croire qu'une applique de 30 cm était sur le mur. On ne trouve même pas un seul pas de vis. Ni une vis en haut, ni une vis en bas, ni une vis à droite ou à gauche. Où sont les pas de vis pour fixer l'applique? Il n'y en a pas. Sur cette feuille de 7 cm, il y a donc 23 cm autour où l'applique se trouvait, où on ne voit pas d'ailleurs de crasse
d'ombre ou de crasse ou de salissure. Si cette applique avait été installée même il y a 6 mois, on aurait autour de cette feuille de 7 cm, sur 20 cm, on aurait une sorte de dessin de l'applique. Un dessin assez crasseux qui représenterait le fait que l'applique a été appliquée sur ce mur un certain temps. On ne trouve pas de dessin crasseux, on ne trouve pas de pas de vis qui maintiennent cette applique, on ne trouve pas de trou dans le mur pour enfoncer cette applique, et l'ajournement des fils, on trouve une mystérieuse feuille de 7 cm avec 2 petits fils ridicules. Force est de constater que cette feuille de 7 cm, eh bien, si elle peut cacher ce qui se passe à l'intérieur de 7 cm, elle ne peut pas cacher ce qui se passe à l'extérieur. Plus de 23 cm, où tout autour, nous voyons autour de cette feuille qu'il n'y a aucun pas de vis pour tenir cette applique. Comment tenait-elle sur le mur? C'est la question. Mais de toute façon, on sait que la mort de Claude-François a été montée, que c'est une histoire inventée, qu'il n'y a rien de réel, ni l'applique ni tout le reste. D'ailleurs, on ne trouve même pas des vis dans le mur, ou des pas de vis, ou des trous, qui indiqueraient qu'une applique a existé à cet endroit, mais peu importe. Passons les détails, on pourrait devenir fou si on allait dans une telle profondeur. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi, à un moment donné, la police a censuré une photo à vie, pratiquement à vie. Moi, j'ai obtenu cette photo par le groupe d'enquête de police du 16e arrondissement dans les années 1990, quand je faisais un voyage à Paris. C'est eux qui m'ont vendu la photo intégrale, le fameux grand plan. Et quand le policier me l'a vendu, il m'a d'ailleurs dit textuellement que la police avait volontairement censuré la photo pour ne pas montrer la chambre de Claude-François. Il ne voulait pas qu'apparaisse sa chambre sur la photo. Ainsi, la photo a été censurée. Comme aussi l'autre côté de la salle de bain où il y avait la pharmacie, où là cette photo a disparu et n'a jamais été montrée du tout. Vous allez me dire, bon, on commence à comprendre, là on voit la photo censurée de police. Alors ce qui vous intéresse, c'est la photo originale, c'est-à-dire le grand plan, jamais montré au public, et qui n'est pas apparu dans l'enquête et qui n'a pas été publié par Fabien Lecoeuvre ni Claude-François Junior. Ils n'ont jamais publié la photo originale grand plan, celle qui appartient à la police. Et heureusement, pour la première fois, vous allez découvrir ce grand plan non censuré et intégral. Je vais couper ma caméra, vous montrer cette photo et vous la commenter. Tout d'abord, coupons la photo noir et blanc. Coupons la caméra et montrons le grand plan et écoutez mon commentaire. Ça c'est Thérèse, pardon. Ma caméra se trouve donc un peu plus bas. Voilà, je vais donc couper ma caméra, restez avec moi. Voici la photo grand plan jamais montrée au public, qui est la photo intégrale de police. On voit que la police a fait une photo en très grand plan. On voit que la photo était censurée, puisqu'on découvre qu'il y a, après le porte-serviette sur la gauche, donc on voit qu'une porte, ou c'est une porte pour fermer la salle de bain, ou c'est une porte vitrée, très difficile parce que ce n'est pas montré. Et nous découvrons sur cette photo que la salle de bain est communicante avec la chambre. C'est-à-dire qu'on est directement sur sa chambre. On découvre au fond de la photo une chambre assez sombre avec une petite lumière de chevet, une lumière enveloppée d'un tissu comme Claude aimait ses grandes lampes. On découvre, c'est vrai, et regardez bien son lit qui est sur le sol, un lit parfaitement fait, des draps parfaitement donc bordés, que ça soit la couverture, que ça soit les draps, tout est parfaitement bordé. C'est si bien bordé que on voit évidemment aucun lit ouvert. On n'a pas le sentiment que Claude-François a dormi une seule heure dans ce lit, on doit le dire. Il est impeccablement fait et pourtant on sait qu'à aucun moment Claude-François n'a fait son lit. Il n'a pas eu le temps. Quand il rencontre Marie-Thérèse, il lui propose qu'elle aille donc sur la terrasse prendre son petit déjeuner et il explique qu'il va prendre sa douche. Il s'écoule très peu de temps.
1 ou 2 minutes entre le moment où elle entend le cri et le moment où il est déjà dans les pommes, et son corps est traîné entre la salle de bain et la chambre. Cela nous permet alors de mieux comprendre, et regardez bien cette photo, comment les deux femmes ont traîné le corps. Claude François s'est effondré à côté du porte-serviette, me suivez-vous? La tête était sans doute de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du porte-douche. Puis les deux femmes ont alors tiré son corps jusqu'à son lit. Elles disent qu'elles ont déposé le corps devant un tapis. Il est vrai que sur cette photo, on ne voit pas de tapis. Regardez bien attentivement, on ne voit aucun tapis qui serait au bord de son lit. Il avait en effet un tapis dans le salon, on doit le dire, un grand tapis, mais là on ne voit aucun tapis, mais c'est vrai que la photo est très sombre. Disons que sur le sol, elles l'ont mis sur le sol, sur le tapis du sol. On voit un lit parfaitement fait. Je vais reprendre ma caméra et je vous parle encore, restez avec moi. Je replace ma caméra. Je vais remettre la photo donc de Thérèse. Voilà. Oui, on découvre dans la photo grand format non censurée qui est montrée pour la première fois que la salle de bain est effectivement communicante avec sa chambre et que Claude s'est effondré à cet endroit-là entre la porte de communication, la salle de bain et sa chambre. Et les deux femmes ont traîné son corps à partir de cet endroit. D'ailleurs, on constate qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mètres qui séparent la salle de bain de son lit. Il n'y a que quelques mètres. C'est une toute petite chambre. On parle de 2,50 m, 3 mètres, peut-être même pas. Donc, il y a si peu de distance qu'elles n'ont pas traîné le corps pendant 1 heure ou très très loin. Vous avez vu que la distance est très très courte entre la salle de bain et son lit. Donc elles ont traîné le corps, on va dire, de 1,50 m ou 2. Mais cette chambre est vraiment passionnante parce que la photo grand format a été censurée par la police qui n'ont pas voulu montrer au public sa chambre. Déjà, la raison principale, selon moi, c'est ce que m'avait dit un policier du 16e, que selon lui, Claude François n'avait pas dormi dans son lit, et que la police s'était rendu compte dans le cliché au moment du développement que le lit était un petit peu trop impeccable et qu'il était préférable de raccourcir la photo et de jamais montrer au public un lit aussi impeccable. Des draps parfaitement tirés, une couverture bien propre. Oui, parce que quand vous vous allongez sur un lit, si vous vous allongez, ça va faire des plis même si la couverture est bien tirée. Vous allez faire les plis de votre corps humain. On constate sur la couverture aucun pli. Sur le drap, il est parfaitement tiré et nous savons qu'il n'avait pas eu le temps de faire son lit entre le moment où la police est arrivée, puisque là, c'est quelques minutes après sa mort. Eh oui, on a du mal à croire qu'il a dormi dans son lit. Et d'ailleurs, on a du mal à croire que Sylvie Mathurin nous a dit la vérité quand elle nous explique que quand elle est arrivée, elle a déballé ses affaires. Elle nous explique qu'elle a déballé ses affaires, elle a tout rangé, Claude s'allonge sur son lit, et puis il lui fait un léger sourire, il ne lui parle pas, et puis, étrangement, elle ne nous parle pas de ce qui s'est passé quand Claude est entré dans son appartement. Ça sera pour la prochaine émission. Pourtant, il s'est passé quelque chose qui a duré un long quart d'heure, dont elle aurait dû, en 50 ans, mentionner chaque détail, vu l'importance de ce qui s'est passé. Et pourtant, elle n'a jamais mentionné ce qui s'est passé dans ces un quart d'heure un peu particuliers à son arrivée dans son appartement la nuit de sa mort. Et c'est parce qu'elle n'a jamais cité ce qui s'est passé que cela me laisse penser que Sylvie Mathurin n'a jamais vu Claude François la nuit de sa mort à cause de ça. Parce que si elle l'avait vu, elle aurait forcément donc mentionné cela, puisque c'était dans la chronologie de son personnage. Dans la chronologie de son personnage, elle arrive en même temps que Claude et déballe ses affaires, puis il ne lui parle pas, lui sourit, un clin d'œil et elle s'en va. Eh bien je dis, il manque quelque chose dans cette chronologie et il manque un quart d'heure.
Un quart d'heure inexplicable où Sylvie Mathurin n'a pas dit une seule ligne en 50 ans de ces un quart d'heure un peu particuliers. Qu'elle ne peut pas avoir oublié puisque Kathleen n'a pas oublié ce qui s'est passé à l'arrivée de Claude-François. Quand il rentre dans son appartement, il va se passer quelque chose qui va durer 15 longues minutes. Et il est impossible que Sylvie Mathurin ne soit pas informée de ça, sauf si elle n'était pas avec lui dans cet appartement la nuit de sa mort. Et là, ça changerait quand même un peu l'histoire. Qu'on nous ait baratiné jusqu'à un tel niveau. Pourquoi cette émission était importante sur donc cette photo censurée? On va revoir, je vais enlever Marie-Thérèse, on va revoir la photo donc noir et blanc, puis on va voir la photo de la salle de bain, vous voyez le porte-serviette, puis on va voir la photo de la chambre. Regardez bien cette photo où on ne voit que la chambre. Là c'est la version où on ne voit que la chambre. Jamais publiée, vous la découvrez. Et enfin la photo grand plan, où je vais à nouveau vous la commenter. Le 11 mars 1978, les groupes d'enquêteurs qui font une photo grand plan dans la salle de bain de Claude-François désirent censurer cette salle de bain. Il est important pour eux que la police ne montre pas sa chambre. Tout d'abord, sa chambre, c'est vrai, est communicante à la salle de bain. Il y a très peu de distance entre son bain et son lit. Son lit, il est à même le sol. Regardez bien, c'est un lit vraiment très très bas, qui est très posé, à moins que le lit ne soit pas vraiment à même le sol, qu'il nous paraisse bas, parce qu'en réalité, l'arrivée de l'applique est plutôt au perché. Si l'arrivée de l'applique est au perché, alors on peut comprendre que ce lit nous semble si bas, et qu'il nous semble même posé par terre. Nous pouvons voir quelques vitrages sur le côté. Regardez bien, il y a quelques vitrages qui laissent penser qu'il y avait une sorte de, dans cette salle de bain, de vitres qui protégeaient pour pas que le lit soit éclaboussé par l'eau, ce qui est un peu logique. On découvre, c'est vrai, un lit parfaitement fait, des draps parfaitement pliés, faits, bien bordés, des couvertures aussi, une couverture bien bordée. Et là, ça pose problème quand on sait qu'il venait de se lever. Claude-François venait de se lever de son lit. Il s'est écoulé très peu de temps entre le moment où il se lève et il va prendre son bain. Son lit aurait dû être ouvert. C'est-à-dire qu'on devrait trouver un lit ouvert, les draps ouverts, la couverture ouverte. C'est comme ça que devrait être son lit, puisque c'est pas lui qui fait son lit, mais c'est sa femme de ménage. Ce n'est pas non plus Kathleen qui fait le lit de Claude-François. Son lit est uniquement fait par sa femme de ménage, qui vient aussi de temps en temps le samedi, mais en après-midi. Donc il laisse sa chambre désordonnée jusqu'à son arrivée. Quand la police fait cette photographie en plan total, c'est-à-dire intégral, il cherche volontairement à mentir aux gens. Tout d'abord, il cache au tribunal la vraie photo. Le tribunal n'a jamais vu cette photo. Ils ont vu une photo censurée et en noir et blanc. On voit que la vraie photo n'est pas en noir et blanc, mais en couleur. On voit que la vraie photo montre que la salle de bain est directement incluse sur la chambre, et montre que le lit de Claude-François est parfaitement fait, parfaitement couvert, parfaitement bordé. Enfin, c'est tellement bien bordé qu'on aurait plutôt le sentiment qu'il n'a pas dormi dans son lit. Et alors on en revient à la possibilité que Valéry Giscard d'Estaing, dans ses confidences, avait raison quand il dit « nous avons pensé, puisqu'on n'a pas trouvé d'empreinte des doigts de Claude-François dans cette salle de bain, ni même sur sa bouteille de shampoing, qu'en réalité son corps avait été transporté et qu'il n'avait pas dormi sur place. Vous comprenez maintenant pourquoi le président de la République pensait que Claude-François, ne s'était pas vraiment endormi dans son appartement. C'est à cause de ce lit si bien bordé, cette couverture si tendue, elle est tendue la couverture, hein. Eh bien on n'a pas le sentiment que cet homme a passé une seule minute dans son lit. Et pourtant, selon le récit de Kathleen comme de Marie-Thérèse, selon leur récit, le lit devrait être ouvert puisqu'il venait juste de se réveiller et avait juste eu le temps de mettre un petit peignoir et de rejoindre Marie-Thérèse à la cuisine. Il ne fait en plus jamais son lit. Claude-François, c'est sa femme de ménage qui fait son lit.
Et là, le lit est nickel. Justement un peu trop nickel, et donc cette photo a été censurée pour ne pas montrer au public que le lit de Claude François était nickel. Des draps bien tendus, des couvertures bien tendues, enfin voilà, le problème a-t-il dormi dans ce lit cette nuit-là. Et comme, évidemment, ce que nous voyons sur le lit ne tranchait pas avec le témoignage de Kathleen et de Marie-Thérèse, la police, voyant que ça ne tranchait pas avec la réalité, ont volontairement censuré cette photo qui va devenir celle-ci. Regardez bien tout de même l'histoire. Voilà ce qu'est devenu cette photo. Comme vous voyez, dans la mort de Claude François, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est la vérité. Vous constatez que cette série d'émissions est passionnante parce que je vous montre la vérité. Je vais jusqu'à vous montrer sa chambre, son intimité, que la police a refusé pendant tant d'années de vous montrer. Oui, la vraie mort de Claude François, je sais exactement ce qui s'est passé, mais surtout, je possède des éléments importants, comme cette photo grand plan, jamais montrée, qui est quand même très importante. Elle ne figure pas dans un livre de Fabien Lecoeuvre, elle ne figure pas dans un livre de Claude François Junior, elle ne figure pas dans le tribunal, le compte-rendu qu'ils n'ont jamais vu, la photo intégrale. On va se quitter sur cette photo intégrale. Dans la mort de Claude François, c'était important d'aborder aussi sa salle de bain comme sa chambre. Si on nous raconte qu'un homme a dormi dans son lit, qu'il venait de se lever, s'il vient de se lever, et qu'il rejoint Marie-Thérèse, on sait qu'il s'écoule quelques secondes au moment où il rejoint Marie-Thérèse, il reste avec elle à la cuisine, il n'a pas le temps de faire son lit. Puis, on sait qu'elle est montée, il a été dans sa douche pratiquement immédiatement, puisqu'elle a entendu un cri Marie-Thérèse assez rapidement. Pourquoi censurer une photo qui montre un lit? Aucune raison, mais la raison principale est que ce lit est très bien fait. Bien bordé, une couverture bien tendue où on voit que personne n'a jamais été allongé sur ce lit. Ça se voit à la photo, même si la photo n'est pas impeccable. On se quitte sur cette photo et je vous la commente à nouveau et je vous dis rendez-vous pour la prochaine émission. Donc je vais tout d'abord couper cette photographie, puis couper ma caméra et vous placer le grand plan et la conclusion. En conclusion, le 11 mars 1978, la police a volontairement censuré la photo au grand plan pour que le public ne soit jamais informé comment était faite cette salle de bain et comment arrivait-elle à communiquer avec sa chambre. On l'a su des années plus tard, et oui, on l'a su des années plus tard, que cette chambre était en effet communicante, mais on n'avait jamais vu de photographie. Bon, moi je connaissais cette photo, mais le public n'avait jamais vu cette photographie. Le public n'a jamais vu cette chambre communicante. Vous avez entendu parler qu'elle existait, mais vous n'avez jamais vu de photo. Et c'est dans cette série d'émissions que pour la première fois, pour ceux qui ne connaissent pas Claude François, bien sûr, et pas ceux qui ont visité son appartement, hein, il en va de soi, vous découvrez, c'est vrai, pour la première fois, je parle du public, un peu médusé, je pense. Vous trouvez quand même que la photo grand plan est beaucoup plus intéressante. Elle nous montre une ouverture qui va vers la chambre, c'est là où était la porte, et que cette ouverture nous montre un lit qui est sur le sol. On voit un petit meuble, on voit une petite lampe derrière, on voit une petite baie vitrée qui servait sans doute à empêcher les éclaboussures et qui devait refermer cette salle de bain. Oui, on voit comment est fait la chambre de Claude, on voit surtout un lit qui est nickel. Et ce lit cadre mal avec un homme qui a dormi dedans pendant plusieurs heures. Ça cadre mal avec un homme qui vient de se réveiller, mettre un peignoir et qui rencontre Marie-Thérèse. On comprend mieux, et c'est la conclusion, que Valéry Giscard d'Estaing pensait que Claude François n'avait pas dormi dans son domicile. À très bientôt sur YouTube.